Bonsoir à tout le monde et bienvenue Thierry Beauchamp et Valérie Millet. Je suis Bonsoir. ravi, bonsoir, bonsoir, je suis ravi de retrouver les éditions du Sonneur Anvlil. C'est toujours un plaisir. Je sais qu'à chaque fois, c'est toujours une rencontre de qualité. Quand Valérie est là, ça se passe généralement toujours très très bien. Donc, je suis ravi de les retrouver. Et aujourd'hui, donc, on a la chance d'avoir deux traducteurs parce que Valérie est une petite cachotière. Elle traduit également, on en parlera tout à l'heure. Et donc, avec ce roman Jeune femme aux luttes de Katharine Weber et Thierry Beauchamp pour Satchmo, Ma vie à la Nouvelle-Orléans de Louis Armstrong, un ouvrage si particulier dont on va beaucoup parler. Pour commencer, j'aimerais véritablement, Valérie, que tu commences à nous présenter, entre guillemets, Thierry Beauchamp. Comment l'as-tu connu? Comment as-tu découvert ce traducteur? Et j'aimerais évidemment avoir le pendant du côté de Thierry Beauchamp par rapport aux éditions du Sonneur. Alors, c'est une très jolie. Moi, je savais que Thierry traduisait beaucoup. Je suivais notamment ce qu'il publiait dans diverses maisons d'édition. Et j'ai eu l'immense surprise, très agréable au demeurant, un jour de recevoir un courrier papier, je tiens à le dire, de Thierry, avec une magnifique lettre. M'expliquant qu'il avait repéré la maison et surtout découvert deux textes inédits d'Errol Flynn, dont il me livrait et confiait la traduction au demeurant, que j'ai lu très rapidement le jour même, je crois. Et je me suis dit, mais non seulement, alors effectivement, les textes étaient assez fascinants et réjouissants, mais je me suis dit, c'est vraiment un traducteur de haute volée. Et on a vécu ensuite avec Thierry 2 ans et demi d'un truc complètement fou, très amusant, qui a pris des formes très variées, car il nous a fallu, à partir du moment où on s'est appelé, on a discuté, on est tombé d'accord sur la publication de ces deux textes d'Errol Flynn, l'acteur Errol Flynn, Robin des Bois. Il a fallu trouver l'ayant droit d'Errol Flynn. Et là, ça a été une chasse au trésor, comme rarement j'en avais vécu, de mémoire d'éditrice. On a passé 2 ans et demi à activer tous les réseaux possibles et imaginables de façon à identifier qui détenait les droits d'Errol Flynn. On a commencé par tomber sur une espèce de marlou phénoménal. Callahan. Oui, Callahan, il s'appelle Callahan, qui s'occupe de l'estate Flynn aux États-Unis, qui nous a dit oui, bien sûr, c'est moi qui ai les droits, et qui m'a fait une proposition. Alors, il faut que je vous dise, ces deux textes sont très courts et ont été publiés dans notre petite collection de textes inédits. Ça fait 72 pages de mémoire dans un petit format 10,5-15. Il y en a un qui s'appelle Moi et Castro. C'est pas Castro et moi, hein, c'est moi et Castro, puisqu'il va rendre visite à Castro juste avant la chute de Bautista. Et le deuxième texte est sur sa participation, avec plein de guillemets, à la guerre d'Espagne à Madrid. Et ce fameux Callahan nous dit oui, très bien, parfait, $10,000 d'avaloir. $10,000 d'avaloir pour un livre qu'on allait vendre 6,50 €, vous imaginez bien que c'était totalement inenvisageable. J'ai négocié longuement avec ce monsieur en lui expliquant que nous n'allions pas faire des t-shirts à l'effigie d'Errol Flynn pour une Gap, que nous n'allions pas faire non plus de slip ou de petites culottes avec monsieur à la moustache. Il a fini par accepter un avaloir beaucoup plus décent et qu'on pouvait donc assumer. Et je lui ai donc envoyé le contrat habituel qu'on envoie évidemment dans ce cadre-là. Et j'ai eu droit à ce formidable message qui est « Ah ben non, en fait, les droits littéraires, nous ne les possédons pas ». Donc, on était reparti à zéro. On a activé ensuite, on a recherché une trace auprès des journaux qui avaient publié ces textes à l'origine, journaux qui entre-temps avaient été rachetés, puis rachetés, puis re-rachetés, puis re-rachetés, donc ça n'a rien donné.
On a trouvé que l'un des petits-fils d'Errol Flynn, qui est absolument magnifique, je dois vous dire, j'ai suivi pendant longtemps son compte Instagram, avait l'intention de faire un film biographique sur son grand-père. Il a fait, que j'ai vu. Ah, il l'a fait Le finalement. film a été fait, je l'ai vu, on peut le voir, je pense, ou Netflix ou un truc comme ça. Et le film n'est pas nul, hein, il est pas... Mais par contre, il ne joue pas dedans. Il est devenu trop vieux entre-temps. Ah, voilà, parce qu'il a mis du temps à faire ce film. Voilà. Mais ce fut là aussi une mauvaise piste, car ça n'était pas lui. Je lui ai envoyé un courrier en Jamaïque, puisque Errol Flynn avait acheté une grande propriété que son petit-fils a plus ou moins, dans laquelle son petit-fils est plus ou moins installé. Le courrier m'est revenu 8 mois après avec n'habite pas à l'adresse indiquée. Ensuite, Thierry a réussi à trouver les coordonnées d'une de ses filles par le téléphone, oui, par téléphone, qui habite en Floride, mais finalement, ce n'était pas la bonne non plus. Alors, à un moment, on a commencé à se désespérer l'un et l'autre. Et puis, tous les 2-3 mois, quand même, je regardais ce qu'il en était. Je suivais, j'essayais de tirer, Thierry aussi d'ailleurs, on essayait de tirer de nouvelles ficelles pour savoir où ces fichus droits se trouvaient. Et jusqu'au jour où j'ai découvert qu'une autre des filles d'Errol Flynn avait écrit un livre chez un tout petit éditeur américain. Et dans la masse voilà, de démarches qu'on avait déjà entreprises, je me suis dit, je vais envoyer un mail, on verra bien si cet éditeur, à qui je demandais les coordonnées de cette dame, je verrai bien si cet éditeur me répond. Et cet éditeur m'a répondu en moins de 24 heures, en m'envoyant effectivement le mail de Rory Flynn, l'autre fille d'Errol, à qui j'ai à nouveau, pour la 152e fois, envoyé le même courrier, nouveau de rayon publié, nanana, 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 et qui, elle, m'a répondu en disant « Ok, c'est moi, c'est bon ». Donc, ensuite, négociation, contrat, à nouveau, et là, à nouveau, silence absolu, plus rien. 1 mois, 2 mois, 3 mois passent, je relance, jusqu'au jour où finalement elle me répond, j'ai envoyé le contrat que vous m'avez adressé à mes 2 avocats, parce que c'est assez commun aux États-Unis, tout passe par les avocats. Et là, avec Thierry, on s'est dit, bon, bah, si ça passe entre les mains de 2 avocats, c'est fichu. Bon. Nous avons tout de même patienté jusqu'au jour où nous avons enfin, au bout de 2 ans et demi, et après cette chasse au trésor assez extraordinaire, obtenu les droits. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble avec Thierry. Difficile voie d'accès, d'entrée. Vous êtes entré dans les difficultés de l'édition. Et je peux ajouter quand même, parce qu'il y a un préambule à l'histoire Flynn, c'est que j'ai traduit un roman d'Errol Flynn pour Le Serpent à plumes quelques années plus tôt, je ne sais plus combien, 3-4. Et là, le Serpent à plumes a fait un chèque énorme. Alors à l'époque, je ne me sentais pas obligé de déconseiller l'achat des droits à l'éditeur, mais ils ont dû payer, je ne sais plus, dans cette somme-là, autour de $10 000 pour le premier roman qu'a écrit, parce qu'Errol Flynn a publié plusieurs livres, hein, 3 livres, un récit de voyage notamment, très bon, qui a été publié par les éditions Wells France, et puis ce roman qu'il a publié après la guerre, il l'a écrit quand il tournait le film en Birmanie, Aventure en Birmanie. C'est un remarquable film, je crois, de Raoul Walsh, il me semble. Et bref, voilà. Et donc, heureusement pour l'éditeur français, il avait obtenu qu'une partie des droits soit payée par J'ai lu. Et je crois que J'ai lu, les chiffres de vente ont été tellement bons que J'ai lu n'a jamais sorti le livre en poche. Ce qui est un tort, parce que c'est un roman très, très étrange, et moi, en tout cas, que j'ai eu grand plaisir à traduire. C'est peut-être son œuvre la plus autobiographique, parce que Flynn était un menteur extraordinaire, un vrai baron de Munchausen. Et dans son récit de voyage, il y a pratiquement que des mensonges, mais dans son roman, il y a plein d'éléments autobiographiques. Et son autobiographie, il était tellement alcoolisé à la fin de sa vie, il est mort à 50 ans, qu'en fait, il a eu besoin de l'aide d'un auteur de romans policiers, Earl Conrad, pour l'aider à remettre un peu d'ordre dans ses souvenirs et à rédiger l'affaire. Mais l'autobiographie qui est absolument géniale, peut-être la plus géniale de toutes les autobiographies d'acteurs qui existent, vraiment à lire, drôlissime et bourré de mensonges. Je crois que c'était entre 2 vodkas et Roll devait improviser des trucs comme ça. Donc, c'est un personnage que j'ai toujours trouvé drôle, atypique. Il faut dire qu'à Hollywood, avant-guerre, ils ont eu pas mal de personnages hauts en couleur. Ça doit être moins vrai aujourd'hui.
Alors Thierry, pour ceux qui ne vous connaissent pas ou qui n'ont pas encore lu l'un de vos livres, vous avez une bibliographie extrêmement impressionnante et au Sonneur, vous avez notamment traduit Jim Tully. Pour le coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche, l'histoire avec la traduction, comment vous en êtes venu à traduire? On en a parlé tout à l'heure en off, mais j'aimerais vraiment que les autres écoutent cette histoire parce que véritablement, c'est plutôt inédit. Elle est atypique, je pense qu'elle est atypique. Moi, je dis toujours que j'ai fait mes humanités. J'ai volé l'expression à Jacques Prévert, qui disait la même chose. J'ai fait mes humanités dans le surréalisme. Au lieu d'aller à la fac où j'étais inscrit, je passais mon temps à la librairie L'Or du Temps à Paris et à lire tout ce que je pouvais sur le surréalisme, ses à côté, ses influences, etc. Et il est arrivé un moment où j'ai compris que la dernière grande investigation surréaliste s'est faite à la fin du surréalisme par un homme qui est devenu journaliste et grand critique de cinéma, Robert Benayoun, et qui a sorti une anthologie du non-sens qui faisait écho à l'anthologie de l'humour noir d'André Breton. Et dans cette anthologie du non-sens, je découvrais un tas d'auteurs incroyables, pareil, avec des vies pas possibles, des œuvres parfaitement ineptes qui faisaient mon bonheur. Et je me disais, mais il n'y en a pratiquement aucun là-dedans qui a été traduit. Donc, alors que ma connaissance de l'anglais était, je dirais, moyenne, je lisais en anglais, je passais beaucoup de temps, dès que j'avais un peu de temps, je passais beaucoup de temps avec mon sac à dos en Irlande ou en Écosse. Et ça s'arrêtait là. Mais ce besoin de comprendre ce qui se passait dans ces textes du non-sens, à mon avis, m'a fait progresser très vite et m'a donné une souplesse par la suite par rapport à n'importe quel texte anglais. Je pense que j'aurais plus de mal avec certains auteurs ultra contemporains parce que je ne parle pas la même langue, ça c'est sûr. Et il se trouve que ma compagne est néo-zélandaise, donc je baigne aussi quand même dans une atmosphère anglo-saxonne, mais mes références littéraires sont plutôt anciennes. Donc, c'est par le non-sens que je suis venu à la traduction de l'anglais. Et j'ai essayé, dans les œuvres que j'ai traduites, de toujours garder une certaine fidélité et de proposer des textes d'humour et plutôt anciens, même si j'ai fait aussi quelques auteurs contemporains. Ça ne se vend pas toujours très bien. Hein. C'est le risque. Valérie, quant à toi, alors tu as de multiples casquettes, éditrice, traductrice, peut-être bientôt autrice. Non, mais justement, alors tu publies sous pseudonyme Moéa Durieux. Il s'agit bien de toi. Pourquoi avoir décidé de choisir un pseudonyme pour traduire et ensuite peut-être nous raconter l'histoire de cette traduction? Pourquoi avoir décidé de traduire celui-ci, Jeune femme aux luttes? Que s'est-il passé? Alors, en fait, moi, j'ai fait des études de littérature anglaise et j'ai eu la chance de vivre dans plusieurs pays anglophones, excusez-moi, puisque j'ai vécu à San Francisco et puis ensuite à Singapour où, à part le mandarin qui est la langue officielle, la deuxième langue pratiquée par tout le monde est l'anglais. Donc j'ai eu la chance de baigner très tôt dans un monde anglophone. J'ai fait ces études ensuite de littérature anglophone. J'ai eu des professeurs absolument formidables. Et on a eu pas mal de cours sur la traduction d'ailleurs. On avait encore, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais on avait des cours de version qui étaient des choses très complexes, mais qui m'a... Et puis avec des gens vraiment admirables, dont un monsieur dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Jean-Pierre Nogrette, qui a beaucoup travaillé notamment sur Stevenson. Un autre homme admirable qui s'appelle Henri Suamy, qui est, je vous jure que c'est vrai, le spécialiste français de la versification shakespearienne. C'est avec lui que j'ai fait ma maîtrise et mon DEA. À l'époque, on appelait ça comme ça. Et ce sont des gens qui m'ont beaucoup initié au problème de traduction, puisqu'ils étaient eux aussi traducteurs. Henri Suamy a notamment été contacté par Gallimard quand ils ont décidé, il y a quelques années, enfin de retraduire tout Shakespeare. Ils ont confié à Henri Suamy la traduction des sonnets de Shakespeare pour la Pléiade. Donc, on a eu une chance absolument incroyable d'avoir ces professeurs qui nous ont
vraiment alertée et plongée dans ces problèmes de traduction. Alors, je ne dis pas ça avec une fausse modestie, je n'ai pas la prétention d'être traductrice. Il y a des textes, en revanche, qui me donnent envie de faire ce travail du passage de l'anglais au français. Et il y en a eu quelques-uns au Sonneur. Le tout premier, c'est un texte de Jack London qui s'appelle « Ce que la vie signifie pour moi ». Jack London étant l'un de mes auteurs phares, c'est pas très original, mais je vous le dis quand même. Et c'est un texte court, donc je me sentais plutôt à l'aise dans l'exercice. C'est un auteur que je connais bien, dont j'ai lu plusieurs traductions, et donc je me suis dit, allons-y, lançons-nous. Ce que j'ai fait. Et pourquoi avoir utilisé un pseudo? Parce que je ne voulais pas trop mélanger les genres. Je voulais, voilà, pour moi, c'était une façon de ne pas revendiquer justement un statut de traductrice que je ne souhaite pas forcément porter. En fait, les moments de traduction, je vais dire, au sein du Sonneur sont vraiment des moments sont vraiment liés à des rencontres avec des textes. L'un des textes les plus longs que j'ai traduit, en dehors de... Alors, Jeune femme au lutte, je vais vous raconter, c'est un peu particulier, mais c'est le texte de Chaplin qu'on a publié, qui s'appelle Mon tour du monde, qui était un texte inédit en français, pardon. Et quand j'ai obtenu les droits, alors beaucoup plus facilement pour Errol Flynn, curieusement, malgré la notoriété de Chaplin, ou grâce à la notoriété de Chaplin, peut-être, les choses sont plus organisées, mais j'ai osé m'accorder cette joie de cheminer avec Chaplin pendant plusieurs mois, car alors lui, c'est vraiment quelqu'un qui me fascine. J'ai la chance d'avoir eu des parents qui m'ont fait découvrir ces films très tôt, et c'est pour moi l'un des génies du XXe siècle. Donc ça a été une aventure assez étonnante, parce que en plus, alors, le bureau de Chaplin, qui est à Paris, contre toute attente, nous avait demandé une seule chose, c'est d'avoir accès à la traduction pour la relire, non pas pour censurer quoi que ce soit, mais plutôt pour... il y a eu un véritable travail de collaboration avec le bureau de Chaplin. On a pour les quelques petits faits qui étaient un peu pas très clairs, pour lesquels on avait besoin de précision, ils nous ont vraiment beaucoup, ils m'ont vraiment beaucoup aidé. Et donc, voilà, ça a été le moment le plus long de traduction que j'ai jamais vécu. Mais encore une fois, j'aime ça, j'adore ça. Je trouve que c'est absolument... Alors, c'est vertigineux, hein, c'est-à-dire c'est vraiment, je trouve, vertigineux. Vous prenez une phrase, vous dites, bon, alors on peut la traduire comme ça. Non, on pourrait peut-être aussi la traduire comme ça, mais ce serait peut-être mieux par rapport à ce qui précède de la traduire comme ça. C'est vraiment vertigineux, mais en même temps absolument passionnant. Donc, voilà, c'est les moments de traduction que je vis, je me les offre, je dois dire, en fonction des textes. Alors, Jeune femme aux luttes de Catherine Weber, c'est une histoire un peu différente. En fait, alors, Catherine Weber est une Américaine, donc née en 1955, qui a publié plusieurs romans aux États-Unis. Et elle n'avait qu'un seul de ces romans qui avait été, avant qu'on édite Jeune femme aux luttes, qui n'avait été traduit en français, de mémoire chez Belfond. Et il se trouve qu'en fait, dans une vie antérieure, j'ai travaillé avec le mari de Catherine Weber, qui très délicatement, un dimanche soir, a déposé au bureau une enveloppe à mon attention, avec la version anglaise de Jeune femme aux luttes, qui s'appelle The Music Lesson en anglais. En me disant, Valérie, si jamais le Sonneur existait déjà, si jamais ça t'intéressait, si jamais tu trouvais une quelconque valeur à ce texte, sache qu'il serait évidemment envisageable qu'il soit traduit au Sonneur. Et je l'ai lu, j'ai trouvé ça absolument admirable. Et je l'ai confié à l'époque à un ami écrivain, traducteur, qui s'appelle Jacques Tournier, qui est mort depuis, et qui m'a dit,
je ne savais pas comment faire un cadeau aux éditions du Sonneur, je vais me charger de la traduction. Et c'était vraiment au début de la maison d'édition. Et Jacques s'est mis à traduire ce texte et n'a jamais osé me dire qu'en fait, il ne se sentait pas à l'aise avec ce texte, ce que je peux complètement entendre. Et ce qui fait que, en fait, la traduction qu'il m'a rendue était une traduction très à côté du texte. Alors que c'était un formidable écrivain, spécialiste de Carson McCullers, entre autres, de Jean Rhys, enfin bon. Mais ce texte-là était peut-être trop moderne pour lui, ça ne lui correspondait pas. Et malheureusement, c'était un homme très, très délicat, mais peut-être trop délicat. Et je me suis retrouvée dans une situation un petit peu complexe où, en fait, ce cadeau était devenu un cadeau empoisonné parce que ça n'allait pas. En une phrase, ça n'allait vraiment pas. Il avait atténué beaucoup de choses. Toute la partie charnelle, notamment entre les deux personnages principaux, avait été complètement gommée. C'était pas son univers, c'était pas son écriture, ce que je peux encore une fois totalement entendre. Alors ça a été compliqué, vous imaginez bien. On vous fait un cadeau, ça fonctionne pas. Ça a été un moment un petit peu difficile dans l'histoire de la maison où je ne voulais évidemment pas blesser cet homme dont le travail avait une grande renommée et pour lequel j'avais une énorme estime, une énorme amitié. Et il a bien fallu que je lui dise que ça n'allait pas. Donc, ce que j'ai fini par faire, et parce qu'on ne pouvait décemment pas publier le texte sous la forme qu'il nous avait rendue. Et il a donc fallu que reprendre tout le travail, en somme. Et donc, c'est un texte, je suis très heureuse qu'il existe, mais c'est vrai que la genèse de son existence en français a été compliquée. Bon, ça a fini par bien se terminer, mais c'était un peu... voilà. Et ça, c'est vrai que c'est toujours un petit peu la difficulté avec les traducteurs avec lesquels on n'a jamais travaillé. De savoir comment, surtout quand c'est quelqu'un qui a derrière lui une œuvre de traduction majeure. Encore une fois, Carson McCullers, Jean Rhys, vous voyez, c'était pas n'importe quoi. Donc, et puis vous vous remettez forcément en question. Alors, je l'ai reprise 14 fois, sa traduction, en me disant, mais c'est toi qui n'as pas compris, c'est peut-être lui qui a raison. Du coup, je l'ai appelé 3-4 amis très littéraires en leur disant, voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi, est-ce que... Et en fait, tout le monde avait le même sentiment. Donc, j'ai repris la traduction du texte puisque je m'étais engagée vis-à-vis de Catherine Weber à faire exister son texte en français. Donc, on a repris le travail à zéro, en somme, quasiment. Et c'est pour ça que vous avez une petite... On a quand même s'il y a eu ces moments un petit peu tendus, j'ai tenu à mettre cette petite phrase en début d'ouvrage, ce livre n'existerait pas sans J pointé, parce que c'est vrai que c'est aussi lui qui, dans sa générosité, m'a dit, faisons ce texte, allons-y, voilà. Mais ça a été compliqué au début, pour bien se terminer, mais compliqué au début. Et quant à vous, Thierry, l'histoire de ce manuscrit, puisque c'est aussi une histoire particulière, j'ai l'impression que le Sonneur se spécialise dans les difficultés pour éditer un texte. Celui-ci aurait pu aussi être difficile, puisque de ce que j'ai vu, il a été publié dans une autre maison d'édition très tôt, et publié en 52 en France, en français, pardon, et ensuite en 54-55 aux USA. Avec Eh deux bien, versions différentes. Avec deux versions différentes. Là, je vais lâchement faire ce qu'on appelle en basketball une passe aveugle à Valérie, qui, me semble-t-il, connaît mieux cette préhistoire du texte que moi. C'est vrai, je ne me souvenais plus de cette histoire de la version. C'est en France que le livre est traduit d'abord. Ça s'explique par les liens très forts qui existaient entre Armstrong et ses amis français depuis son passage, je crois, en 34, 35, où il a vécu à Paris. Oui. Et
Et effectivement, en fait, le livre a été, qui n'existait en 52 que sous forme de manuscrit, n'avait pas trouvé éditeur aux États-Unis. Armstrong, lors de l'un de ses séjours parisiens, le confie à une amie qui lui dit « mais c'est formidable, on va le publier, on va le faire traduire, on va le publier ». Sauf que c'était un état intermédiaire du texte. Le texte n'était, selon Armstrong, pas achevé de son point de vue. Et donc, en 52, a paru une première version du texte, une première édition mondiale du texte en français. Donc, aucune publication en anglais encore à l'époque. Et il a fallu attendre une dizaine ou une douzaine d'années pour que finalement Armstrong retravaille son manuscrit et que la version américaine finisse par exister, qui est relativement différente de la version d'origine, puisqu'encore une fois, la version d'origine était une phase, une étape de travail, un work in progress, comme on dit en bon français. Nous, c'est donc la version des années 60, validée par Satchmo, que l'on a décidé de publier, en sachant qu'au début des années 2000, un éditeur un petit peu confidentiel qui s'appelle Dacapo a décidé d'en faire une traduction. Je ne suis pas sûre qu'ils avaient vraiment les droits, hein, mais bon, ça c'est un autre problème, mais de faire une traduction où il mêlait les deux versions, c'est-à-dire la version française, la toute première version du texte en français, avec la version des années 60 américaine. Et donc, ça donne un truc qui est très bien pour les universitaires, mais totalement illisible, avec des mises en crochet pour la version d'origine par rapport à la version suivante, des notes en bas de page en disant version anglaise US, version française, gna gna. Enfin, c'est un truc qui est... Et moi, je l'avais lu sous cette forme-là à l'origine, de façon complexe, je dois vous avouer. Donc, j'ai tout de suite commandé le livre en anglais, la version des années 60 américaine, pour avoir la version validée par Armstrong, et où j'ai retrouvé, alors là, tout le souffle, sans mauvais jeu de mots, d'Armstrong, qu'il n'y a pas dans cette version mêlant les deux éditions de façon un petit peu obsessionnelle, on va dire, quand même, un peu obsessionnelle. Et puis inutilisable, enfin, illisible pour le lecteur, très bien pour un universitaire qui fait des recherches sur Armstrong, mais illisible pour un lecteur qui veut s'emparer de la vie de la jeunesse d'Armstrong. Ça casse aussi ce qui fait quand même une partie du charme du livre, qui est ce côté un peu oral, conteur de Louis Armstrong. On a vraiment l'impression, quand on lit le texte en anglais, d'être avec lui au bistrot, quoi, où il passe d'une anecdote. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il y a ce côté erratique a priori quand on lit le livre. Mais la vérité, c'est qu'il y a une vraie continuité chronologique. C'est assez rigoureux de ce point de vue-là, le texte. Mais il a été édité parce que Armstrong n'avait pas resté très longtemps à l'école. Il est tombé amoureux d'une machine à écrire je crois qu'il s'est offert un jour quand il était à Chicago dans ces années-là, donc quand il avait une vingtaine d'années. Et je crois qu'il a écrit toute sa vie. Il aimait ça, ça le détendait. Mais il avait peu de grammaire et pas du tout de ponctuation. On dit que les seuls signes de ponctuation qu'il maîtrisait bien étaient les 3 points. Donc c'était bourré. Intéressant d'ailleurs, du point de vue poétique, indiscutablement intéressant. Et parce qu'on voit bien que c'est quelqu'un qui essayait d'imiter ce qui se passait dans sa tête, le défilé des images, des anecdotes, des souvenirs. Et c'est ce qui donne la vie, je crois, au texte. En plus, une vie bien remplie. Je vais juste fermer ma fenêtre, il y a du vent. Il y a des chats qui rentrent. Pas de souci. Il y a du vent. Martine. Eh oui. Et donc, je dis qu'il était plein de souvenirs, mais il faut savoir que le livre qu'on a publié, là, c'est un récit autobiographique, mais qui s'arrête en 1922. En 1922, Louis Armstrong a 21 ans. Mais en 21 années d'existence, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. C'est digne des autobiographies des stars du Far West, ouais, quand Calamity Jane ou Pat Garrett publiaient leur autobiographie qu'ils n'écrivaient pas eux. Ça pouvait donner quelque chose comme ça. Beaucoup de rencontres, beaucoup de violence dans la jeunesse d'Armstrong à la Nouvelle-Orléans et beaucoup de sources d'amusement aussi. Martine?
Bonsoir à tous, bonsoir Valérie et bonsoir Thierry. Moi, j'avais une question sur le livre de Catherine Weber. Valérie, vous nous disiez tout à l'heure que le titre originel était The Music Lesson. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous avez choisi ce titre Jeune femme au luth? Alors oui, en fait, Jeune femme aux luttes est le titre, est le titre d'un tableau fictif de Vermeer, qui est l'un des personnages principaux du roman. Le problème auquel on a été confronté, c'est que la leçon de musique est un titre de tableau qui existe en France, en français, au contraire de l'anglais. Et dans la description, et ça on a travaillé avec Catherine Weber en fait, dans la description du tableau fictif de Vermeer qui est volé par l'IRA dans le roman, il est question d'une jeune femme qui joue du luth. Donc on lui a expliqué notre problématique qui était que traduire littéralement le titre par la leçon de musique ne conviendrait pas en français par rapport à l'attribution d'un tableau à Vermeer. Donc, elle en a tout à fait été d'accord et je lui ai fait donc la proposition de transformer ce titre de tableau en Jeune femme au luth, qui correspondait beaucoup mieux et qui ne prêtait surtout aucune confusion par rapport à l'œuvre de Vermeer, du coup. Mais ça a été fait en accord, bien sûr, avec l'auteur, puisque c'est un changement. Alors, les titres sont du ressort de l'éditeur, bien sûr, mais là, encore une fois, comme le tableau est un personnage, l'un des personnages principaux, c'était pour nous extrêmement important d'avoir son accord sur cette modification majeure et qui apparaît tout au long du roman, évidemment, puisque le tableau est cité à plusieurs reprises, mais aussi dans le titre. Thierry, par rapport à, à la genèse de l'écriture d'Armstrong, puisque il n'était pas forcément prédestiné à cela, deux questions en une. Comment est-il arrivé à écrire? Et deuxième question, quelle documentation, quelle recherche avez-vous fait sur l'œuvre et sur l'histoire d'Armstrong? Il ne me semble pas que vous ayez écrit d'autres ouvrages sur lui. Non. Voilà, Non, et je ne suis pas non plus, je suis un amateur, mais je ne suis pas du tout un spécialiste du jazz. Par contre, je m'intéresse davantage à la période aux États-Unis, et notamment la littérature afro-américaine. J'ai notamment traduit un bouquin extraordinaire que je conseille à tout le monde, de George Schuyler, Black No More, qui est un roman dystopique qui date du tout début des années 30, qui imagine ce qui serait passé aux États-Unis si à la veille d'élections présidentielles, un jeune savant noir avait trouvé le moyen de blanchir les Noirs. Et le roman raconte l'inversion des situations dans les États-Unis où tous les Noirs se mettent à être plus blancs que les Blancs, et les Blancs à ne plus y retrouver ses petits, et des Noirs à infiltrer les mouvements du genre Ku Klux Klan pour prendre de la promotion ou trouver des copines. Et il imagine, alors c'est à la fois burlesque et macabre, mais ça en dit beaucoup sur les questions que posait à l'époque la question des droits civiques, parce qu'on croit que la lutte pour les droits civiques explose vraiment dans les années 60, ce n'est pas vrai du tout. Il y a un âge d'or de l'émancipation dans les années 20 aux États-Unis. Il y a des quartiers noirs qui sont aussi florissants que des quartiers blancs. Il y a des banques noires, il y a des journaux noirs. C'est l'explosion de la Harlem Renaissance. Et c'est dans ce contexte-là que le jazz va se développer. Et donc, sur Louis Armstrong, ce n'est pas très difficile. Il existe beaucoup de documentation, de biographie. Il existe un magnifique site. Donc, j'ai pu, sans trop de problèmes, comprendre les à côté. Je me suis beaucoup aussi intéressé à la vie à la Nouvelle-Orléans dans cette époque-là. On est obligé d'ailleurs dans le travail de faire beaucoup de recherches sur un tas de choses. Je ne connaissais pas bien ces histoires de sauts de bière dont il est question à plusieurs reprises dans le livre. C'est-à-dire que dans les quartiers pauvres, il était plus rentable d'acheter la bière, de venir avec son récipient, un seau qu'on remplissait de bière bon marché et que les gars se passaient de main en main et donc tout le monde buvait au même seau la bière. Et en général, ça se faisait beaucoup chez les musiciens et qui en profitaient entre deux seaux pour jouer un air dans les honky-tonks ou les salles de danse de Storyville à la Nouvelle-Orléans.
Donc là, il m'a fallu du temps pour comprendre ces histoires de seaux à bière, je dois dire. Et j'ai trouvé d'ailleurs des photos intéressantes où on voit des gamins qui, parce que c'était aussi un moyen de servir la bière chez les gens, ou dans des boutiques à côté du petit bar. Et donc, on voyait des gamins qui portaient avec une perche des seaux remplis de bière, comme ça. Non, passer dans les rues, c'est assez folklore, hein. C'était une ambiance, et on s'en rend compte en lisant le livre. C'est un univers un petit peu dangereux où il y a énormément de bagarres, de règlements de comptes, de macros, de prostituées. Mais il y a aussi énormément de vie, d'humour, d'affection entre les gens, de sens de la famille au sens large. Le soutien, oui. Et il y a quand même aussi cette chose commune, l'alcool, dans l'œuvre que vous traduisez au sonneur, clairement, puisqu'on a Jim Tully, on a une brève histoire de l'ivresse. C'est à peu près les mêmes époques en plus. À peu près, leur jeunesse se chevauche presque. Et c'est très intéressant parce que Tully, irlandais catholique, placé à l'orphelinat après la mort de sa mère, il y restait entre 7 et 11 ou 12 ans, je ne sais plus. Et on a le pauvre Armstrong qui s'est retrouvé en maison de redressement pour avoir tiré un coup de feu avec un revolver qu'il avait trouvé dans une malle de sa mère. En fait, ce revolver appartenait à un des nombreux beaux-pères qui sont passés dans sa vie. Et c'était à l'occasion de Mardi Gras, qui est la grande fête à la Nouvelle-Orléans, où à l'époque, en tout cas, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais tout le monde venait avec un pétard, un flingue, un fusil et tirait en l'air. Ce sont des choses qui existent. Et qui existent en Europe, pas à Mardi Gras, mais moi j'ai vu au Monténégro des choses qui ressemblaient à ça pour les mariages. Vous voyez des gens qui ont l'air très heureux et puis qui sortent des flingues de leur costume rutilant et qui se mettent à tirer en l'air. Une surprise. Donc, oui, il est resté quand même moins de temps que Tully dans son orphelinat, mais il a passé quand même, je crois, 2 ou 3 ans en maison de redressement, Louis Armstrong. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce n'est pas des lieux très rigolos. Ça ne l'est pas aujourd'hui, ça ne l'était certainement pas à l'époque. Et néanmoins, dans les deux cas, il y a eu un aspect positif. C'est là où Jim Tully a appris à écrire et à lire. Et ça a joué un énorme rôle dans sa vie parce que malgré ses 7 ans de vagabondage, et pendant ces 7 ans de vagabondage, il a cessé de fréquenter les bibliothèques publiques, un lieu sacré pour beaucoup de vagabonds, soit pour s'y reposer, soit pour s'y distraire. Et quant à Louis Armstrong, c'est là où on lui a appris à jouer du cornet. Donc, sans la maison de redressement, il ne serait pas devenu Louis Armstrong. Et quant au titre du livre, Satchmo, pour ceux qui ne le savent pas encore, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce surnom qu'on lui a C'était un des surnoms probablement le plus connu de Louis Armstrong, et c'est une contraction de Satchel Mouse, c'est-à-dire la bouche en pochoir, quoi, ou en poche. Parce qu'il avait, tout jeune, il avait déjà des joues et une capacité à ouvrir très grand la bouche. On le voit, hein, je vous conseille tous de regarder des petites vidéos de Louis Armstrong parce que ce qui n'est pas son moindre charme, et d'ailleurs on se rend compte que c'est quelqu'un de très charmant parce que pendant toute sa vie, il a attiré des aides, des sympathies, mais même quand il était haut comme 3 pommes, quoi. Il a une capacité à rentrer dans la vie de gens qui parfois semblent très dangereux et à s'en faire accepter, même aider, qui est prodigieuse. Et quand on regarde ces vidéos, on se rend compte pourquoi il a un visage extraordinaire, d'une expressivité fantastique. J'ai revu il n'y a pas longtemps le duo dans le film New Orleans, le duo qui forme, duo merveilleux, avec Billie Holiday. Et donc, il conduit l'orchestre et il chante en même temps avec Billie Holiday. Et la manière dont il la regarde, etc., c'est extraordinaire. Cet homme crée de la vie autour de lui. Céline ? Bonsoir tout le monde, bonsoir Valérie, bonsoir Thierry. Bonsoir. J'ai une question pour vous Thierry. Donc j'ai la chance d'avoir lu le livre ces derniers jours, là, que j'ai beaucoup apprécié. Je rejoins parfaitement ce que vous disiez. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est le caractère solaire, la personnalité solaire qui ressort déjà. Alors, j'ai quelques images qu'on connaît de plutôt la fin de sa vie, quand il était très, très connu. Mais du coup, voilà, dès le plus jeune âge, on sent cette destinée. Et la question que j'avais pour vous, c'est par rapport au travail que vous avez fait de traduction. Est-ce que c'était pas un petit peu schizophrénique presque de traduire à la fois un grand homme, une légende absolue pour nous aujourd'hui,
et en même temps dans un texte qui est d'une naïveté, d'une simplicité. Enfin, on sent qu'effectivement, il n'y a pas une qualité littéraire incroyable sur la manière dont lui-même a écrit. Donc, est-ce que, enfin voilà, comment on arrive à écrire si simplement au sujet d'un homme à ce point légendaire? Bah déjà, je ne me situe jamais de manière verticale par rapport aux hommes légendaires ou aux grands hommes. Moi, je vois plutôt ça comme un merveilleux paysage à explorer. Et je me sens comme un poisson dans l'eau. C'est d'ailleurs, il n'est pas le premier grand homme, entre guillemets, que j'ai traduit. J'ai traduit des textes par exemple, John Lennon. J'ai traduit les contes de John Lennon ou les textes de Mohamed. Quelque chose qui est comparable, j'ai traduit les textes de Mohamed Ali. Et il y a des petits points communs. Sauf que je trouve qu'il y a plus de sagesse et d'expérience de la vie très vite chez Armstrong. Mais Mohamed Ali avait une personnalité aussi incroyable, très séduisante, un type qui est doué pour la vie, quoi, malgré tous les coups qu'il a pu prendre sur les rings. Et donc, c'est pas la grandeur du personnage ne m'intimide pas. Le texte, en fait, ça aurait été plus problématique s'il avait écrit dans un slang très marqué, parce que les langues dialectales ou argotiques posent de vrais problèmes de traduction et de choix. Là, c'est très peu le cas en anglais. C'est assez oral, rudimentaire. Il y a plusieurs registres. Il y a des moments où il nous parle comme si on était son copain, et puis il y a d'autres moments où il essaie de dire je suis quelqu'un d'assez sérieux, où il donne presque des conseils de savoir-vivre ou de sagesse, et qui sont assez marrants parce qu'on se rend très bien compte dans ce bouquin du personnage à qui on a affaire. C'est quelqu'un d'une bonhomie incroyable, quoi. Il a, mine de rien, il a traversé des moments tout à fait tragiques dans son existence. Il a vu des trucs qu'aucun gosse ne devrait voir, parce que là, on parle de sa jeunesse et de son enfance, hein. Et il prend ça, il a une capacité à absorber les chocs et à tout bonifier à son goût de la vie, son amour de la musique qui est incroyable, il déborde à toutes les pages, quoi. Il aurait tué pour une note de son cornet. Et pour la bouffe, hein, la nourriture, ça en est marrant. Je pense que si on jugeait ça, un écrivain traditionnel là-dessus, on se dirait il est un peu obsédé, le garçon, et ça revient tout le temps dans ce bouquin. Mais venant de Louis Armstrong et dans le fil de ce qui semble être un récit oral, en fait, on se dit, tiens, Louis, c'est encore faim. Et donc, les haricots rouges de maman, le riz aux haricots, là, qui revient très, très souvent. J'aime beaucoup aussi le passage où il explique que son tour de taille, il a pris du poids lorsqu'il a essayé de guérir de son rhume en utilisant un traitement conseillé par un de ses copains musiciens à l'époque où il jouait sur les bateaux sur le Mississippi dans l'orchestre de Marble. Et l'autre lui a conseillé un traitement qui était en fait rempli de sucre et d'alcool. Et donc, il s'enfilait ça toute la journée. Apparemment, il est revenu avec un gros bidon alors qu'il n'avait pas 20 ans. Mais guéri. Mais guéri. Guéri, parfaitement guéri. D'ailleurs, on pourrait peut-être en profiter pour faire une étude randomisée sur le virus, en double aveugle, bien sûr. On notera la qualité des notes de bas de page que vous avez insérées. Ça, ce n'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours d'indication quand on ne connaît pas forcément l'œuvre d'un homme, ou en tout cas le contenu ou même le contexte. Pour le coup, là, je les ai trouvés très bien ficelés, très bien argumenté. On se rend compte aussi de la chose grâce à ces notes de bas de page qui sont extrêmement importantes. Et il y en a pas mal, il y en a une quarantaine de mémoire. D'où l'intérêt d'avoir une éditrice comme Valérie, parce que moi, j'ai tendance à mettre beaucoup de notes de bas de page parce que simplement quelque chose m'a amusé ou m'a intéressé. Et elle est bien parce que parfois, elle me dit non, ça peut-être que ce n'est pas nécessaire, on ne va pas non plus donner la taille la pointure de ses chaussures. Et elle aussi en conseille de temps en temps, quelque chose qui moi, me paraît naturel parce que c'est un domaine que je connais bien et je me dis non, enfin, non, ça vaut le coup de rajouter une note. C'est important de faire des notes sur les musiciens de l'époque parce qu'il faut bien se rendre compte de quelque chose, c'est qu'il a connu, avant même d'avoir des poils sur le menton, il a connu tous les pères du jazz. Ou pratiquement tous, à 2 ou 3 exceptions près, je dirais, il les a tous rencontrés. Il a été même proche de Joe Oliver, King Oliver, très, très jeune, qui était vraiment le patron à l'époque de ce tout premier jazz, celui qui arrive dans le prolongement du ragtime. Et presque tout se passe à la Nouvelle-Orléans dans ces époques-là, avec les fanfares,
avec les orchestres de ragtime qui commencent à prendre des libertés avec le ragtime. Le ragtime, c'est de la musique écrite et jouée. Et le jazz, ce qui caractérise le jazz au départ, c'est vraiment ce qu'ils appelaient les embellishments. C'est-à-dire le moment où, très souvent, c'était le cornet, la trompette qui partait en improvisation et qui emmenait ailleurs. Je rebondis avant de passer la parole à Stéphanie, mais sur ça, pour rester sur le même sujet. Valérie, justement, tu es éditrice et traductrice, du coup. Comment travaillez-vous ensemble? J'imagine que ça ne doit pas être évident pour toi d'avoir ce double regard, ou au contraire, c'est peut-être extrêmement simple, mais comment vous travaillez ensemble? Alors, on travaille très bien, enfin, de mon point de vue, je pense que Thierry me contredira pas, puisqu'on continue de travailler ensemble. En fait, alors, quand il y a besoin, on a une discussion préalable avec Thierry pour poser 2-3 principes, 2-3 choix fondamentaux sur la tenue globale du texte. Néanmoins, Thierry est très autonome, et alors, c'est rare qu'on ait ces conversations. Et ce qu'on fait, c'est que Thierry m'envoie donc sa traduction une fois qu'elle est finalisée. Alors souvent, ça se fait en 2 étapes. On fait d'abord 50 feuillets. Et là, je vais vous donner la cuisine interne parce que généralement, on dépose un dossier au CNL, au Centre national du livre, de façon à obtenir une aide à la traduction. Et ils nous demandent systématiquement de livrer environ une 50aine de feuillets qui sont par ailleurs des feuillets dont moi je me sers ensuite pour faire connaître le titre à nos représentants, quand nos représentants partent sur les routes pour commencer à annoncer le programme de nos parutions. Donc, et à l'aune de ces 50 premières pages, déjà, il y a des petites choses qui sont évoquées entre nous et qui vaudront ensuite pour évidemment la suite et fin de l'ouvrage. Et puis ensuite, Thierry m'envoie donc la traduction achevée. Et là, c'est un moment de plaisir suprême puisque je découvre le travail de Thierry. Je dois vous avouer qu'il y a des moments extrêmement nombreux où je me dis « Waouh, chapeau !» quoi. Parce que, évidemment, forcément, vous pouvez vous imaginer que de temps en temps, alors je prends le livre en anglais et puis je me dis « Comment traduire ce truc? C'est intraduisible. » Et puis après, je plonge dans les quelques lignes correspondantes de Thierry et je me dis de temps en temps, même, je lui dis chapeau, là, franchement. Et puis, du coup, moi, je fais des propositions, des annotations au crayon de papier toujours, parce que le stylo rouge, ça ne va pas. Parce qu'encore une fois, ce sont des suggestions, ce sont des propositions. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on traduit un texte, en tout cas, je pense que Thierry ira dans mon sens, mais quand on traduit un texte, on est immergé par ce texte pendant des semaines, des mois, et il y a un moment où on n'a plus forcément, je ne dirais pas de recul, mais on est absorbé par une langue, par un récit, et cette étape, moi-même quand j'ai traduit, j'ai toujours transmis à quelqu'un la relecture de ma traduction. Ça me semble crucial. Il y a d'ailleurs un point très, très particulier qui est majeur quand on relit une traduction de mon point de vue, c'est de s'assurer que le traducteur, et encore une fois, je m'inclus là pour le coup dans ce point-là, n'a pas sauté un paragraphe. Vous savez, quand vous arrêtez un soir, ben vous vous dites, bon, ben là, je me suis arrêtée là, et puis le lendemain matin, frais avec vous reprenez au chapitre, en sautant un paragraphe, ou une ligne, ou 2 lignes. Ça nous arrive à tous, et c'est logique parce qu'on est absorbé par le texte. C'est-à-dire qu'on a fait inconsciemment le lien entre ce qu'on a fini de traduire, ce qu'on reprend, et le manque qu'il y a entre les deux, il est dans notre esprit. Donc, je pense que la relecture de quelqu'un qui reçoit une traduction doit tenir compte de toutes ces choses-là. Et ensuite, donc, je renvoie à Thierry mes annotations. Et à partir de là, je lui laisse la parole. C'est lui qui tranche, évidemment. S'il reste des points en suspens, on échange à nouveau et on finit évidemment par systématiquement, enfin,
Il n'y a jamais eu un moment où, avec Thierry, il y a eu un moment de frottement où on se disait, on trouve toujours ensemble la solution qui permettra au mieux de rendre le texte d'origine. Parce que toute la démarche, évidemment, initialement de Thierry, et plus humblement dans ma relecture, consiste à rendre au mieux et être le plus proche du texte, tout en ne tombons pas dans certaines facilités, dans certains panneaux, dans certaines complaisance, dans certaines... Il y a plein de choses, il y a plein d'écueils à éviter dans la traduction. Et ce que fait initialement Thierry admirablement bien, et puis moi je viens derrière simplement lisser et dire attention, là il y a une ligne qui manque, là est-ce que peut-être qu'en faisant ça, ce serait... Qu'est-ce que vous en pensez? Parfois il propose une troisième voie grâce à mes remarques, donc c'est génial comme étape de travail, moi j'adore. Là je suis en train de terminer le prochain atelier qu'on fera paraître au mois de septembre. Et encore une fois, les traducteurs avec lesquels on travaille, vous allez me dire qu'on les a choisis, donc c'est logique, mais moi j'ai une admiration folle, c'est-à-dire que réussir à rentrer dans un univers, dans une langue, dans un récit, dans une époque, avec tout, parce que ce qu'il faut prendre en considération, c'est la complexité aussi du contexte historico-socio-culturel parfois. Et là, pour Satchmo, c'est exactement le cas. L'histoire des seaux de bière dont Thierry parle avec... moi, je lui ai dit, je me souviens très bien, je lui ai dit, mais vous êtes sûr que c'est des seaux? Enfin, il m'a envoyé la photo, je l'ai vu la photo des seaux, c'est formidable. Donc, tout ça, c'est un travail de malade. En fait, c'est vraiment rentrer dans un... pas simplement dans un texte, dans une époque, dans une vie, quand il s'agit d'une autobiographie, dans des références culturelles, dans des références historiques, dans des références linguistiques. Parfois, il y a des mots qui ont complètement disparu et dont il faut retrouver le sens. Moi, je trouve que c'est chapeau les traducteurs. J'ai une admiration sans borne et je pense que... J'espère en tout cas que ça se sent dans le travail qu'on fait avec Thierry et puis avec Anne-Sylvie Aumassel, dont je vous avais déjà parlé lors d'une première, qui sont nos deux, pour l'anglais, nos deux piliers en fait, et qui traduisent des textes complètement différents. C'est assez formidable d'ailleurs. Il y a des textes, quand nous sommes à l'origine de certains projets, il y a des textes que spontanément je propose à Thierry et d'autres spontanément à Anne-Sylvie. Pour toutes les raisons que je viens d'invoquer. Rien à rajouter, Thierry? Si, je suis en train de penser aux oublis. Moi, je suis quelqu'un qui oublie facilement des mots ou des phrases, et ça m'est arrivé d'oublier des demi-pages, peut-être même une page une fois ou deux. Et en fait, il y a un phénomène qui se passe, c'est une sorte d'ivresse des auteurs. Et ça, c'est un truc que je pense que... Décidément, l'ivresse. Hein. Ouais, il y a deux types d'erreurs typiques des traducteurs qui s'ennuient, ils ont un registre d'erreurs, et il y a les traducteurs qui sont contents d'être là où ils sont et qui parfois s'enivrent de ce qu'ils font. Et donc, vous êtes tellement projeté dans ce qui se passe dans votre histoire que ça, vous l'avez lu et vous les classez. C'est subconscient. Vous avez classé des choses et vous avez décidé que ça s'était fait. Une partie de votre cerveau a décidé que c'était fait, mais ce n'est pas fait. D'où l'intérêt d'avoir une éditrice comme Valérie, qui est très attentive, et puis elle est aussi très créative. Donc, évidemment, pour un traducteur investi, c'est passionnant, c'est intéressant, ça permet de se remettre en selle quand on commence à dévier, de voir. Moi, effectivement, c'est une relation qui est chouette, passionnante. On est complémentaires, je pense. Et c'est un atout, j'imagine, immense d'avoir une éditrice qui est également traductrice et qui peut c'est sûr. Véritablement... Et sa personnalité voilà. Aussi très importante. C'est parce que c'est quelqu'un, vous le voyez, c'est quelqu'un de très généreux, qui est beaucoup dans l'échange. Vous avez des éditeurs plus ténébreux. Hein. Nous avons vu. Stéphanie. Oui, bonsoir Valérie, bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Alors moi, je suis en train de lire La jeune femme aux luttes et j'aime beaucoup et je trouve que c'est une écriture qui est très sensible, en même temps simple mais sensible et poétique d'une certaine façon. Et je me demandais justement, vous avez parlé des références socio-culturelles dont il faut tenir compte pour bien saisir l'essence du texte, mais moi, quand je l'ai lu, je me suis dit aussi que c'était pas facile de
de saisir en fait la musique du texte parce qu'elle a une langue particulière, je trouve. Enfin, je pense que vous y avez été sensible forcément et que vous devez peut-être chercher cette musique, cette voix en fait avant de réussir à le traduire. Mais en fait, par exemple, il y a pas mal d'énumérations avec un rythme un peu ternaire ou bien il y a j'avais noté des choses, je ne sais plus exactement, enfin des gradations, voilà, et ça suppose en fait un travail très fin sur la langue, mais aussi de saisir ce rythme. Et donc, comment vous faites pour arriver justement à saisir ce qui est presque insaisissable? Alors, pardon Valérie, mais est-ce qu'avant tu pourrais aussi faire le pitch du livre? Je crois qu'on ne l'a pas encore dit, voilà, pour savoir véritablement oui. de quoi ça Alors, parle, pour ceux qui n'ont pas encore lu. C'est l'histoire on va dire, de Patricia Dolan, qui est une américaine historienne de l'art qui vit à New York, qui travaille dans un musée à New York, on l'apprend au cours du texte, vécu un drame puisqu'elle a perdu sa petite fille et qu'elle se noie donc dans le travail, qui un jour est contactée à New York par un soi-disant cousin irlandais. Elle est d'origine irlandaise et qui lui demande une mission. Elle se laisse charmer par ce jeune cousin éloigné et accepte la mission qui consiste à garder pendant un temps indéfini un tableau de Vermeer. Alors, un tableau fictif, comme je le disais tout à l'heure, de Vermeer, en Irlande. Et d'ailleurs, la première page se situe dans un cottage, celui que Sandrine a tenté de représenter par la photo choisie, un cottage isolé irlandais. Et Patricia Dolan décide d'écrire son journal. Elle regarde ce tableau. Et elle s'adresse à elle-même dans ce journal. Et puis petit à petit, elle va se rendre compte qu'en fait, ce tableau a été volé à la couronne britannique par une branche de l'IRA, pour des raisons donc strictement politiques. Donc, je ne vous en dirai pas plus, parce qu'après, il y a des rebondissements, il y a des choses qui interviennent, enfin, c'est... Bon. Mais pour répondre à votre question, Stéphanie, sur la langue, c'est vrai que le grand intérêt de l'écriture de Catherine, c'est qu'elle est elle-même très précise dans sa connaissance de l'histoire de l'art. Pour tout vous dire, son mari dirige une fondation qui préserve l'œuvre de deux artistes du Bauhaus qui ont fini par émigrer aux États-Unis, Joseph et Annie Albers. Donc, c'est quelqu'un qui baigne dans l'histoire de l'art et qui a une grande connaissance de l'histoire de l'art. La grande complexité, je ne sais pas si vous en êtes encore là ou si vous avez fini ou pas le roman, mais parfois elle cite Walter Benjamin. Enfin bon, on est dans un... Mais sans que ce soit du tout écrasant ni oppressant, mais au contraire, toujours pour vous mener à une réflexion, à cette réflexion sur l'art et sa place dans la société et dans l'histoire tout court. Donc le travail a été... il y a eu un travail de défrichage d'abord, assez long pour, comme vous le disiez très justement, c'est une écriture de la gradation, donc, et comme vous le savez, la répétition en anglais, ça passe, mais en français, ça passe pas. Donc il y a des moments où c'était compliqué de trouver... si, la répétition en français passe quand, dans un procédé particulier d'assénement, mais l'anglais a recours très régulièrement à la répétition sans que ça ne gêne en quoi que ce soit la lecture, ni l'oreille, ni le rythme, ni quoi que ce soit. Donc il y a eu ce travail lexical quasiment pour réussir à rendre cette écriture qui monte en puissance dans ses descriptions, dans la tension de narrative. Et puis surtout, il y a enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai travaillé là-dessus. Mais il y a un premier jet, il y a une première prise en bouche, on va dire, du texte. Et puis, on revient dessus, on revient sur
Je dis non, là, ça ne va pas. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, c'est un peu comme les poèmes de Queneau, les 100 000 poèmes de Queneau. Vous avez une phrase et puis vous dites, mais elle est traduisible de 100 000 manières, en quelque sorte, jusqu'au moment où il faut faire un choix. Et le choix, il se fait par rapport à la structure globale du texte, à l'avancée de la narrative du texte. Et puis, il y a un moment où surtout, il faut lâcher. Il faut se dire, oui, je suis sûre de ça. Je me suis vraiment posé toutes les questions possibles et imaginables. La personne qui relira derrière moi, peut-être m'en fera m'en poser d'autres, et puis on continuera l'exploration. Mais c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est joyeusement vertigineux cet exercice. En tout cas pour moi, qui le fait de façon très épisodique et exceptionnelle. À chaque fois, il y a une grande excitation. Il y a vraiment une grande excitation. Et de la même façon, il y a une grande excitation quand je reçois une traduction de Thierry ou d'Anne-Sylvie ou de tous les autres traducteurs avec lesquels on a travaillé. Je reviens sur ce style des deux ouvrages au final qui se ressemblent dans la manière d'écrire dont parlaient Céline et Stéphanie. Est-ce que pour vous, en tant que traducteur, c'est plus difficile de traduire cette simplicité d'écriture parce que les deux, justement, ne cherchent pas à être grandiloquents, ils ne cherchent pas à forcer le trait sur le style ou à faire des longues phrases, des grandes phrases, des bons mots. Pour le coup, qu'est-ce qui est plus difficile en tant que traducteur? Est-ce que c'est d'arriver à garder la simplicité de l'écriture et à ne pas l'enjoliver davantage? Est-ce que c'est ça la plus grande difficulté pour vous? Pour moi, c'est pas le plus difficile parce que je passe beaucoup de temps à lire des textes dits folkloriques. J'ai une grande passion pour notamment tous ces recueils de la fin du 19e et du début du 20e siècle qui essayaient de rassembler les contes, les traditions de différentes cultures. Et on retrouvait très souvent une transposition dialectale des textes. Donc, j'ai une espèce d'entraînement et de passion pour essayer de comprendre le mieux possible ces textes et je ne me pose jamais la question de la retranscription. Je me laisse habiter par le texte et je laisse ressortir comme il peut, en quelque sorte. Et j'aime bien comparer une comparaison que je fais souvent à propos du travail du traducteur, c'est comment rendre sur un seul instrument de musique, voire un simple pipeau, à un orchestre symphonique. Vous avez la musique à jouer à un orchestre symphonique à deux pattes chez vous, qui était très impressionnante et qui a parlé à tous vos sens. Et vous en êtes rempli. Mais vous n'avez qu'un pipeau et vous jouez sur votre pipeau. Et le pipeau, ça peut mener très loin si on en croit l'histoire du joueur de flûte de Hamelin. On peut réussir des choses. Et je pense que le traducteur, la beauté et les limites de son travail, c'est là. Hein. On est de modestes adaptateurs en fait, de textes d'origine. Donc moi, j'ai moins de problèmes avec ces textes qui parlent à mon oreille directement. Je pense qu'on a des vrais problèmes avec les stylistes, en fait. Hein. De la même façon que si vous traduisez de la poésie, personnellement, j'ai plus de problèmes avec des textes de poésie classiques, avec une métrique, une prosodie à respecter. Ça passe d'ailleurs fort mal. Hein. La traduction des grands poètes anglais de l'époque romantique en français, elle est douloureuse. Hein. Alors que les poètes narratifs, les poètes d'image, moi j'ai traduit Bukowski et le merveilleux Richard Brotigan en poète. Mais parce que je les sentais beaucoup mieux aussi, c'était beaucoup plus évident pour moi. Ça rentrait plus dans mon mécanisme mentaux, en fait. Alors, moi, je modulerais à ma toute petite et hyper modeste échelle de traductrice. Tout d'abord, je dirais que quand même, Catherine Weber a un style plus littéraire que celui de Satchmo. C'est une œuvre plus ancrée, même si la simplicité est l'un de ses points d'écriture. Néanmoins, quand j'ai choisi de traduire le texte de Chaplin, qu'on pourrait en quelque sorte rapprocher de celui d'Armstrong dans la démarche et dans l'écriture et dans le rapport à la langue, j'ai trouvé ça plus compliqué à rendre
que le texte de Catherine Weber qui est plus littéraire. Pourquoi plus compliqué? Parce qu'il y a une espèce de rapport extrêmement, alors particulièrement d'ailleurs, plus encore peut-être chez Chaplin, il y a un rapport d'autodidacte à la langue. Il y a un rapport de je ne ferai pas d'effet de style car je n'en suis pas capable et j'en suis conscient car je lis énormément, ce qui était le cas de Chaplin, mais je veux tout de même écrire et raconter quelque chose. Donc on a une langue très simple, mais qui, lorsque vous la traduisez, toute la difficulté, et ça Thierry est absolument admirable pour ça, parce que Jim Tully, d'une certaine façon, peut aussi être rapproché, enfin, je veux dire d'une certaine façon, de ce type de problématique, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'effet de style, on est dans la langue immédiate, crue, et un traducteur médiocre vous donnera un truc qui est illisible en français, c'est-à-dire que la difficulté, c'est d'incarner ce qui vous paraît, de prime abord, trop évident. Mais dans ce trop évident, il y a tellement de choses en sous-texte. Et Thierry, qui connaît parfaitement toutes ces époques, toutes ces résonances, ces rythmes, toutes ces références, arrive à rendre ça vraiment de façon admirable. Moi, je vais vous dire, les premières pages de Chaplin, je me suis dit peut-être que j'aurais dû confier ce texte, en fait, parce que, non pas qu'il soit difficile à traduire, hein, très honnêtement, j'ai très peu eu recours, par exemple, au dictionnaire pour anglais, j'entends, hein, pour ce texte-là, parce que voilà, le champ lexical, je le maîtrisais, enfin, il n'y avait pas trop de... Mais une traduction comme ça, au long, c'était d'une platitude qu'il n'y avait pas du tout en anglais. Donc, il a fallu s'extraire, prendre du recul, réfléchir, se positionner sur l'intégralité du texte avant de comprendre ce que Thierry maîtrise et moi, beaucoup, beaucoup moins, mais ce souffle qu'il y a derrière. Et du coup, je trouve que pour ne pas tomber à côté, quand vous avez une écriture stylistique, je ne dis pas que vous faites une bonne traduction, mais vous avez beaucoup plus marqué stylistiquement, je veux dire. Vous avez forcément des bâtons sur lesquels vous appuyez. Alors, vous tombez à côté ou vous ne tombez pas à côté. Hein. Ce que je veux dire, c'est que le résultat n'est pas forcément garanti, mais vous avez des choses à saisir. Quand l'écriture est quasi brute, enfin, la fameuse littérature hard-boiled dont Jim Tully était c'est pas facile, il y a rien, il faut y aller et il faut donc voilà, pour moi en tout cas c'est plus complexe. Et loin de moi de comparer les deux écritures, les deux styles, hein, bien sûr, hein, il est évident que Catherine Weber est bien plus littéraire que Louis Armstrong, mais c'est vrai qu'il y a des approches communes, il y a cette absence de vouloir en faire trop en réalité. Je ne sais pas si Thierry, vous vouliez intervenir. Je pense que Louis Armstrong, de toute façon, n'y pense même pas. Il ne raisonne pas trop en ces termes-là. Mais en vous écoutant parler, j'étais en train de me rappeler cette extraordinaire conférence qu'on peut écouter sur CD. C'est un cours de Michel Bouquet aux élèves du conservatoire sur le métier de comédien. Et là aussi, il y a une grande ressemblance avec le boulot de traducteur. Il leur explique que arrêtez de penser à vous quand vous jouez. Vous existez, vous n'avez pas besoin d'exister, vous existez déjà. Votre talent est là, il ne va pas s'envoler du tout. Par contre, apprenez à rentrer dans le texte, à comprendre ce que vous dites. Et Bouquet, on sait, il se passionne pour ce qu'il dit. Donc il va, Jouvet était pareil. C'est des gens qui se documentaient énormément. Ils essayaient de comprendre les intentions de l'auteur. Donc c'est une école. Hein. Il y a des acteurs, bien sûr, qui ne fonctionnent pas du tout comme ça. Mais ils se remplissent de ces informations-là. Et une fois qu'ils sont remplis, en fait, au moment de se mettre en mécanique, ou bien de jouer, ou bien de traduire, on n'a plus besoin d'intellectualiser les choses. On est déjà rempli, en fait, et on se laisse porter par les notes, d'une certaine manière. Il y a ce double mouvement. Dans les deux cas, aussi bien au théâtre que dans la traduction, c'est une voix sur une voix, en fait. Et c'est effectivement complètement ce que dit Thierry, c'est comment une voix peut venir dire une voix. Cette phrase est un peu étrange, mais c'est une démarche qui est absolument... Et vous avez une troisième voix qui sera celle de toute manière du lecteur, parce qu'il n'y aura probablement pas deux lecteurs qui auront exactement la même écoute du texte.
Et on a tous une certaine idée sur, quand on a un livre qu'on a beaucoup aimé, on l'entend tous d'une certaine manière, qui est la Et au sienne. sonneur, une quatrième voix avec l'éditrice. Ah bah, c'est une présence omnisciente. Non, pas omnisciente, mais qui travaille en complément, en modeste complément de celle du traducteur, qui est la voix principale. En fait. Marie-Tille. Bonsoir tout le monde. En fait, moi j'avais une question, on va dire pratique. J'aurais aimé savoir combien de temps ça avait pris pour la traduction pour ces deux textes. Si en fait ça devenait de plus en plus facile de traduire à force qu'on le faisait, peut-être aussi avec le même genre d'auteur. Et puis en règle générale, ce qui faisait qu'une traduction prenait plus longtemps ou moins longtemps. Voilà. Est-ce que ça vient pareil, du traducteur, du type de texte, de la connaissance du contexte, enfin, qu'est-ce qui joue vraiment sur la traduction? Thierry. Il n'y a pas de règle. Hein. Sur la durée de la traduction, en fait, j'ai déjà oublié. J'ai aucune mémoire du temps. 6 mois, 6-7 mois, mais pas à plein temps, parce que vous faites... Oui, parce qu'il y a plusieurs phases. Hein. Il y a la phase de traduction, de relecture, de correction, etc. Donc, ça prend plusieurs mois comme ça. Et sur les moments difficiles, en fait, en principe, oui, on devrait traduire mieux et plus vite au fil du temps, mais ça ne se passe pas tout à fait comme ça parce qu'il y a la vie qui passe il y a des moments où on est plus intense, il y a des moments où on est fatigué, il y a des passages dans le livre qui sont plus compliqués, donc en fait, c'est beaucoup de montagnes russes, je pense, pour moi. Oui, puis il me semble que comme nous tous, il y a des jours où vous sentez plus en verve, puis des jours où ça ne sort pas, quoi. Ça ne vient pas. Vous avez beau tourner autour du pot, ça bloque, c'est pas bon. Donc, moi, généralement, dans ce cas-là, je referme tout. Et encore une fois, je répète, c'est pas de la fausse modestie, je suis vraiment qu'une traductrice très épisodique, mais c'est la même chose d'ailleurs quand je relis des textes. Il y a des que ce soit des traductions ou des manuscrits sur lesquels on travaille, il y a des jours où quand on tombe sur une phrase où on sent qu'il y a un truc à modifier, il y a des jours où pour moi c'est très simple de faire encore une fois des propositions dans la marge, et puis il y a des jours où je me dis mais en fait tu n'as pas trouvé la solution, donc je fais autre chose. Je vais faire de la compta, généralement, ça me lave la tête, vous voyez. Parce que ça, c'est un autre aspect malheureusement crucial de la... Je me mets dans un truc bien chiant, bien automatique, bien qui ne demande pas... Voilà, et puis je m'y remets l'après-midi, 2 heures après ou le lendemain, selon les jours. Très bonne idée, très bonne idée. Je pense que je vais adopter ça aussi. Très bonne idée. Stéphanie. Oui, moi, ce n'est pas une question de traduction, mais j'aimerais savoir comment vous expliquez le fait que cette autrice, Katharine Weber, elle soit si peu connue en France, alors qu'elle est traduite dans une douzaine de langues. Enfin, c'est ce que vous mettez sur la 4e, je crois, et qu'elle a eu des distinctions et que voilà, c'est une belle écriture. C'est en plus, ça parle d'histoire de l'art ou de l'art. Ça pourrait quand même intéresser, c'est ce que vous avez senti, j'imagine, en cherchant à le faire connaître en France. Mais comment vous expliquez qu'elle ne soit pas si connue que ça? Et est-ce qu'il existe certains auteurs de cette envergure-là aux États-Unis ou ailleurs, dans le monde anglophone, que vous aimeriez traduire pour les faire connaître en France? Alors, je vais vous dire, la première question que vous me posez, je suis incapable d'y répondre. Vous allez dire que je suis une obsessionnelle de Chaplin, vous n'aurez pas tort, mais quand même, savoir que en 2014, quand on a fait paraître ce texte, Mon Tour du Monde, aucun éditeur français, certes, puisque c'était une traduction inédite, ne s'était penché sur ce texte, mais aucun éditeur anglais ni américain n'avait fait paraître ce texte en 2014, c'est quand même assez dingue. Alors ça va vous... Quand je dis qu'aucun éditeur anglais ni américain n'avait fait paraître ce texte, c'est parce qu'en fait, c'est un texte que Chaplin avait fait paraître à l'origine, dans les années 30, dont il est question, sous forme de feuilleton dans un
dans un magazine américain. La seule édition mondiale qui existait de ce texte, c'était une édition italienne. La grande fierté, outre de l'avoir publié en français, que j'ai aujourd'hui, c'est qu'à la suite de la publication de la version française, enfin, un éditeur américain a décidé de faire pareil. Alors là, il ne s'agit pas de littérature, on est d'accord, plus d'un document, mais c'est quand même pour vous dire, je ne peux pas vous dire pourquoi. Ce sont les aléas de l'édition. Ce sont les allées et venues d'une mémoire collective, ce sont les centres d'intérêt sur lesquels les éditeurs, les agents posent leur regard. Parce que là, je ne peux même pas vous dire que c'est parce que Catherine Weber a été publiée dans une maison d'édition de taille modeste aux États-Unis. C'est faux. Elle a été, sa maison d'édition d'origine est une grande maison d'édition. Donc, il est vraisemblable que son éditeur et ou son agent ont fait des démarches à une période où la France n'était pas réceptive à ce genre de texte. Mais heureusement que ça existe comme ça. Heureusement qu'il n'y a pas de recette. Heureusement que un éditeur qui lit, un éditeur qui a la chance d'avoir des traducteurs qui lui fait des propositions, lui font des propositions, des agents, des amis lecteurs. Heureusement que rien n'est tracé, parce que sinon, je vais vous dire, des maisons d'édition comme les nôtres n'existeraient pas. Tout serait préempté par les gros, que je ne citerai pas, sans aucunement laisser la chance à des structures comme les nôtres de pouvoir justement aller défricher et identifier des textes qui méritent d'être traduits et d'exister, nous semble-t-il. Donc, le hasard, un regard particulier, un moment. Moi, je pense beaucoup qu'il y a des textes qui malheureusement n'existent pas parce que ce n'est pas le bon moment par rapport au public réception. Le flair. Parfois, il suffit d'un déclic, hein. Il suffit d'un article, il suffit d'une étincelle, la plupart du temps, pour que le texte existe. Bien sûr. Et là, ce qui est incroyable, c'est qu'elle a été effectivement publiée dans 12 langues différentes. Il y a eu des articles dans le New York Times, dans le Washington Post. Enfin, elle a eu, on ne peut pas dire que ce soit un auteur confidentiel, vous voyez. Pas du tout. Et vous avez raison, Stéphanie, de poser la question, parce qu'elle a bénéficié d'une couverture médiatique assez importante. Mais voilà, ce n'est pas tombé au bon moment. Et heureusement pour nous. On s'en saisit. Avant de passer aux deux extraits que vous nous avez préparés, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe. Comme ça, je n'oublierai pas. J'ai tendance à avoir une mémoire très faible. Alors, 3, 2, 1. Parfait, c'est bon, merci. Allez, on commence par Valérie. Comme ça, c'est fait. Non, par Thierry ? Allez, ok. Ça sera beaucoup mieux. Thierry, il lit très, très bien, je vous le dis. Hein. Et je vais buter toutes les deux phrases, évidemment. Je tiens à préciser dans l'extrait que je vais lire qui sont les personnages, parce que sinon, on ne va pas bien comprendre. Il appelait sa maman Maïane et sa petite sœur Mama Lucie, donc c'est assez trompeur. Et il y a trois autres personnages qui interviennent. Marie-Jacques Zobert, Marie-Jacques Lourdes, c'est une prostituée particulièrement agressive, Déborah aussi. Et le dernier personnage, c'est Black Benny, c'est un caïd qui était aussi un joueur de tambour dans les fanfares et qui était un grand ami de Louis Samson, qui est un peu son protecteur, on va dire. C'est toujours utile. Donc, je me lance. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours été un grand observateur. J'avais remarqué que les jeunes avec qui je traînais avaient des prostituées à leur service. Elles leur apportaient plus de prestige que d'argent. Je voulais moi aussi être dans le coup. Je me trouvais donc une fille. Elle ne payait pas de mine, mais elle gagnait pas mal de fric. En tout cas, ça me semblait considérable à l'époque. J'étais un gosse inexpérimenté en matière de femmes, et pourtant, l'une d'elles arpentait les rues pour mon compte. Elle était petite, avait des cheveux crépus et des dents de lapin. Je ne cherche évidemment pas à la tourner en ridicule. Ce qui importe, c'est la personne
pas son apparence. Je ne la prenais pas au sérieux, ni aucune autre fille d'ailleurs. J'ai toujours été absorbé par la musique, et aucune femme au monde ne peut changer ça. Encore aujourd'hui, ma trompette a la priorité. Ma gagneuse avait le toupet d'être jalouse, mais je n'y faisais pas attention. Un jour, elle voulut que je passe la nuit avec elle. « Ah, pas question de découcher, lui dis-je. Pas même pour une nuit, je n'ai jamais fait avant, je ne le ferai pas aujourd'hui. Mayanne et Mama Lucie ne comprendraient pas. »« Ah bon Dieu !» s'exclama-t-elle, « t'es un grand garçon maintenant. Allez, viens chez moi. » Non. Elle brandit alors un couteau avant même que j'aie eu le temps de m'en rendre compte. Ce n'était pas le genre de grand surin que travaillait Marie-Jacques Bear ou Déborah, tout au plus un canif. Elle me le planta dans l'épaule gauche et du sang commença à couler dans mon dos. Je ne voulais surtout pas inquiéter Mayanne, mais elle repéra immédiatement la tache sur ma chemise. Ça la rendit furieuse. « Qui a fait ça? Mais qui a fait ça ?» demanda-t-elle en me secouant. Ma poule. « Hein? Elle a fait ça? » ?»« Oui. »« De quel droit elle t'a poignardé ?» La voix tremblante, je lui racontais toute l'histoire. Mayanne ne tolérait aucune sornette de ce genre, pas plus de ma part que de celle d'un autre. Aussitôt que je lui eus révélé ce qui s'était passé, elle me bouscula et fila droit chez ma gagneuse. Celle-ci s'apprêtait à se coucher quand Mayanne cogna à sa porte. Elle lui a à peine le temps d'ouvrir que ma mère la saisit à la gorge. « Pourquoi t'as poignardé mon fils ?» Avant d'avoir eu la possibilité de répondre, Mayanne la fit tomber sur le sol et commença à l'étrangler. Maman était une femme grande et forte. Elle l'aurait tué sans l'intervention de Black Benny et de ses copains qui jouaient aux cartes tout en ne cessant d'aller se réapprovisionner au bar situé à l'angle de Liberty et de Perdido Street. Benny connaissait bien Mayanne car lui et moi avions animé plusieurs funérailles ensemble. « La tue pas, Mayanne !» cria Benny en surgissant dans la pièce. « Elle ne recommencera pas !» Mayanne lâcha prise. « N'ennuie plus jamais mon fils, l'avertit-elle. T'es trop vieille pour lui. Il ne voulait pas te faire de la peine, mais il ne veut plus de toi. » Elle avait raison. Depuis que je savais que ma poule était aussi féroce que Marie-Jacques Bear, j'avais peur d'elle. Merci Thierry. En effet, où est la version audio du livre, Valérie? Parce que nous la voulons. J'espère. Et on y travaille parce que ça c'est un tout autre canal que on y travaille. Et voilà. Alors moi je suis pas du tout à la hauteur de Thierry, mais je voudrais juste vous lire vraiment les premières lignes. Ce sera beaucoup moins long pour que ce soit moins pénible. Je voudrais lire la note de l'auteur au lecteur, qui est donc la note liminaire, qui vous donne un peu le ton de ce qu'a voulu faire Catherine Weber et qui est très instructif sur la suite du roman. Dans un roman, la part de la fiction ne se limite pas forcément aux personnages et à l'intrigue. Personne n'a pu voir le tableau de Vermeer dont il est question dans ce roman, car il n'existe pas. Celui qui se trouve à Buckingham Palace est complètement différent, et jamais, que je sache, il n'a fait l'objet d'un chantage avec demande de rançon. Il y a bien eu une exposition Vermeer au Mauritius de La Haye, mais elle ne s'est pas tenue en janvier. Écrire à propos de mes voisins serait d'une grande impolitesse et je m'en suis bien gardée. Il n'existe aucun village du West Cork appelé Ballyrow, mais s'il y en avait un, il pourrait être proche de celui d'Hartfield, qui est le lieu où se passe le roman. Je ne connais aucune formation dissidente de l'IRA baptisée IRLO, organe de libération de la République irlandaise. Donc ça commence comme ça. Vous dites, mais où nous emmène-t-elle? Et alors, on continue à s'interroger quand elle commence donc le roman sous forme de, comme je vous le disais tout à l'heure, de journal. Et le roman commence un 19 janvier pluvieux. Elle est belle, rien au monde, absolument rien n'est plus intéressant à étudier qu'un visage. Son regard me fascine, mes mantes me tient prisonnière. Il fait froid, sombre, humide. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi faire? Dans ces journées si courtes de janvier, la campagne entière, avec ses moutons, ses cochons, ses vaches, semble plongée dans un désespoir hivernal. Le vent coupant, glacé, souffle jusque dans mes os. Je me demande par moments si j'arriverai un jour à me réchauffer. Je regarde mon visage dans le miroir et il me paraît lointain, flou, moins réel que le sien. Et vous aurez compris assez rapidement que le sien, c'est celui de la jeune femme au lutte, en fait. Et vous lire la suite
n'a pas beaucoup de signification parce qu'on rentre vraiment dans le roman. En fait, c'est une espèce de roman policier aussi, d'une certaine façon. Pourquoi ce tableau se trouve-t-il là, dans ce cottage, en plein hiver? Eh bien, moi, j'aime les deux lectures différentes, mais tout aussi sincères et magnifiques. J'avais peut-être une dernière question pour Thierry et pour tous les deux, de manière plus commune ensuite. Louis Armstrong se trompe même sur sa date de naissance, d'ailleurs, dès le début. Ça, c'est plutôt assez surprenant. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ça. Mais j'aimerais vous poser la question sur cette suite inachevée que j'ai cru comprendre. Où est-elle? Est-ce qu'elle est disponible? Est-ce que il me semble, hein, si mes infos sont bonnes, mais je crois que la suite de ce livre-là, entre guillemets, est inachevée, a été inachevée. Oui, il avait laissé un tapuscrit de 18 pages retraçant son parcours après son départ de Chicago en 1922, lorsque, sur les conseils de celle qui allait devenir sa femme, Leigh Harding, qui était la pianiste de l'orchestre de King Oliver, il est parti jouer à New York dans l'orchestre de Fletcher Henderson, et puis ensuite il a monté son premier groupe qui était Hot Five et est devenu une grande célébrité à ce moment-là. Donc il raconte toute cette période et jusqu'à, je crois, sa rencontre avec son manager Joe Glaser, qui était un type assez étonnant, qui rappelle un peu le colonel dans l'histoire de Elvis Presley, et qui était en commerce avec toutes sortes de gangsters. Et donc, en fait, Joe Glaser a trouvé plus prudent de ne pas faire publier ces pages parce qu'il était énormément question de choses peu recommandables, illégales, plus encore que dans la première partie. Et surtout, Louis Armstrong qui faisait la promotion du hashish. C'est un grand fumeur de marijuana, comme d'ailleurs beaucoup de jazzmen, je crois. Mais peut-être pas autant que le vrai grand roi de la Marie-Jeanne aux États-Unis reste, à ma connaissance, Robert Mitchum, qui a réussi quand même à importer, on va rester en Irlande, il a importé le hashish en Irlande, où pendant le tournage de La fille de Ryan, il logeait dans un pub et il avait réussi à convaincre le patron de faire pousser dans son jardin, parce que dans l'ouest d'Irlande, tout pousse, il faut le savoir, le Gulf Stream est là, c'est très impressionnant. Et donc, la Marie-Jeanne a prospéré et il a même réussi à convertir à cette pratique les policiers de la Garda à l'époque. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de La fille de Ryan, le film de David Lean, mais c'est, je crois, le tournage le plus long en extérieur de l'histoire du cinéma. Je crois qu'ils ont dû passer 6 mois en tout en extérieur et notamment en Irlande, dans le comté de Kerry. Voilà. Et ma dernière question serait sur cette médiatisation des traducteurs, du moins l'absence ou en tout cas la faible médiatisation des traducteurs. Quel regard portez-vous tous les deux sur le traitement qu'on fait aux traducteurs en France? Sont-ils assez visibles selon vous? Mais j'imagine que la réponse est plutôt simple pour le coup. Mais on se rend compte que même pour des auteurs décédés, on invite rarement des traducteurs à parler de leur travail. Pourquoi? Ouais, premièrement, sur la médiatisation, je vous répondrai tout de suite, pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Moins on s'expose, mieux c'est. Après, il est vrai que le traducteur peut avoir une importance incroyable dans la réussite d'un ouvrage dans la langue d'accueil. Hein. Crucial. Oui, crucial. Parfois, ça s'explique pour ces raisons-là. Hein. Donc, effectivement, il faut pas sous-estimer le rôle du traducteur comme un passeur d'émotions, quelqu'un qui arrive à faire entrer une histoire dans son époque. On prend le fameux exemple de Baudelaire et des contes d'Edgar Allan Poe. Si vous connaissez bien les textes d'Edgar Allan Poe en anglais, ils sont assez éloignés finalement de l'imaginaire baudelairien. Baudelaire en fait une chose baudelairienne, et c'est magnifique. Et c'est marrant parce que Baudelaire est intéressé par l'esprit du grotesque, il a écrit sur ces questions-là, le comique, etc. Mais il atténue franchement, à son corps défendant, à mon avis, toute cette dimension des contes d'Edgar Allan Poe. Donc on voit le poids que peut prendre la sensibilité d'un traducteur. Je ne parlerai même pas d'autres exemples qui sont presque hallucinants, comme celui d'Anton Artaud et de sa traduction du Moine de Monk Lewis.
Ouais, alors, c'est bien aussi, hein, je trouve ça très bien. Oui, oui, elle est assez fascinante, sa traduction. Mais je pense que alors, la part du traducteur dans la mise à disposition d'œuvres étrangères, de langue étrangère, est absolument cruciale, phénoménale, essentielle. Enfin, sans eux, on n'a pas accès à ces textes. Je trouve qu'il y a tout de même de plus en plus en France une considération beaucoup plus marquée, peut-être pas encore suffisamment, mais beaucoup plus marquée de l'importance du traducteur, une reconnaissance de ce travail fondamental. Il y a des assises de la traduction, enfin, il y a quand même de plus en plus de choses. Et surtout, ce qui est très important aussi à prendre en considération, c'est que les pratiques de traduction ont évolué. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus aujourd'hui respectueux du texte d'origine qu'on l'était il y a encore 50 ou 60 ans. Je vous donne pour exemple un texte de Somerset Maugham qu'on a publié, qui s'appelle L'Envoûté, et The Moon and Sixpence en anglais, traduit par L'Envoûté, qui est l'un des textes que j'ai lus dans mon adolescence qui m'a le plus marqué. Et il se trouve qu'on a repris la traduction d'origine, qui est une traduction qui datait des années 30, qui était une très bonne traduction. Mais moi, je n'avais jamais lu le livre en anglais. Et à l'occasion de cette réédition, puisque nous avons acquis les droits pour mener à bien ce projet, j'ai lu le texte en anglais, évidemment. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de 50 pages sur un roman qui en fait 320, qui avaient été supprimés, purement et simplement supprimés. Alors, des passages qui étaient parfois simplement 2-3 lignes de ci, de là. Donc, il a fallu à nouveau que je fasse une lecture croisée très précise pour m'assurer de ce qu'il fallait retraduire, évidemment, et réintégrer dans le texte, puisqu'aujourd'hui, c'est la démarche, et à juste titre, au demeurant. Mais il y a parfois des passages qui pouvaient faire jusqu'à 2-3 pages qui avaient été supprimés. Et ce qui était très intéressant, c'est que les passages qui avaient été supprimés étaient justement des passages où Somerset Maugham, alors L'Envoûté, simplement, c'est très rapidement pour que vous compreniez, c'est une biographie romancée de Gauguin. Alors, très romancée, puisque Gauguin ne s'appelle pas Gauguin, mais Stricker, enfin bon. Mais c'est la figure de Gauguin transformée par Somerset Maugham. Et tous les passages où Somerset Maugham écrit des pages, mais admirables, sur ce qu'est l'art de Gauguin, de ce peintre, ce que veut dire le primitivisme, tout ça avait été, mais strictement et purement supprimé. Et depuis les années 30 jusqu'aux années 90, puisque la dernière version française qui avait été publiée, c'était fin 80, on a repris éternellement cette même traduction, sans aucun moment un éditeur se dise, mais attention, c'est une traduction des années 30, on va peut-être quand même regarder ce qui s'est passé. Donc, en fait, notre édition de L'Envoûté de Somerset Maugham, écrit Maugham en français, et la première traduction intégrale, en quelque sorte, du texte. Là, j'ai fait appel à une traductrice pour m'aider pour retraduire ce qui avait été évidemment supprimé, tout en l'intégrant dans des parties pris de traduction déjà marquées. Donc ça, c'était aussi un travail assez intéressant. Donc les traducteurs n'ont effectivement... J'en prends pour exemple la presse, par exemple, qui parfois quand même oublie de donner le nom du traducteur. Donc, ils n'ont pas encore complètement, toujours, systématiquement gagné leur galant, mais on a largement progressé. Et aujourd'hui, toute maison d'édition qui se tient met en avant évidemment le rôle pivot et crucial et élémentaire d'une certaine façon du traducteur dans la passation d'une œuvre de langue étrangère. D'où l'avantage d'être éditrice et traductrice, puisque là pour le coup les 50 pages par exemple, ça ne serait pas passé avec toi puisque tu aurais lu la version originale. Ah bah quand on publie, quand je maîtrise la langue, parce qu'on a publié du tchèque, on a publié l'italien, ça va, j'arrive à suivre, mais du tchèque, de l'allemand, ça pas du tout. On a publié du khmer,
On a publié un texte d'un auteur khmer, donc avec non seulement la langue khmer, mais l'alphabet khmer. On a publié un texte de l'indonésien aussi. Bon, il y a des langues dans lesquelles j'ai des repères, d'autres que ça va, et puis d'autres où alors là, c'est complètement... Généralement, quand je ne connais pas la langue, j'essaye de trouver une version anglaise dans la mesure du possible. Si ça n'existe pas comme le texte khmer que l'on a publié, je suis encore un peu plus chiante avec le traducteur en lui posant des questions, en lui disant « Mais là, est-ce que vous croyez vraiment que ça veut dire quoi au juste ?» Et parce que là, pour le coup, c'est une confiance aveugle au traducteur, donc ouais. c'est extrêmement dangereux. Non, mais c'est autre chose, c'est une autre forme de travail. C'est une autre forme de travail parce qu'on est totalement, enfin pour moi, hein, parce que je suis totalement à distance du texte d'origine. Quand c'est de l'anglais ou de l'italien ou de l'espagnol, plus encore pour l'anglais, j'entre moi aussi en tant que véritable lectrice dans le texte. Donc, mais je pense que les traducteurs ont aujourd'hui quand même une visibilité, enfin, et heureusement. Et puis heureusement qu'il y a eu des gens comme Valérie Larbaud pour écrire sur la traduction. Heureusement qu'il y a eu toutes ces personnes qui ont réfléchi à la problématique de la traduction pour mener enfin à une reconnaissance absolue et totale du rôle du traducteur. Mais il y a des raisons historiques à cette histoire de traduction qui, au XXe siècle, fin 19e et début du XXe siècle, il y a pas mal de traductions où il y a des coupures et où parfois on réinvente le texte. C'est lié aussi à l'évolution de l'édition. Il faut se rappeler qu'au XIXe siècle, il n'y a pas beaucoup de contrats sur les droits d'auteur d'un pays à l'autre. Donc, il y a beaucoup d'éditions pirates. Ce que Alexandre Dumas, par exemple, a fait avec les mémoires d'Edward John Trelawney, par exemple, on voit bien qu'il se réapproprie une matière et il en fait un produit de la maison Dumas. Donc, ce n'est pas très important. La notion d'auteur n'est pas la même. Et l'autre élément à prendre en compte, c'est l'explosion des moyens d'imprimer et de diffuser au XIXe siècle, qui explique vraiment que le livre devient une marchandise. Et l'important, c'est de produire, diffuser, produire. Et c'est les cadences de l'usine. Les traducteurs, les moines traducteurs d'Irlande du 7e ou du 8e siècle étaient autrement plus fidèles aux originaux, on peut en être certain. Donc, ouais, ça change d'une époque à l'autre selon les conditions matérielles, en fait, de production et de réception. Et quant à vos projets actuels et futurs, alors Valérie, j'imagine que la traduction, tu ne pourras pas la lâcher, donc je pense que ça va arriver peut-être à un moment donné. Je pense que tu ne pourras pas céder aux sirènes de la traduction à venir, mais est-ce qu'il y a quand même un projet peut-être qui arrive en tant que traductrice? Et après, on parlera de peut-être des parutions à venir. En tant que traductrice, non, pas pour l'instant. Je me concentre sur les traductions confiées à Thierry, entre autres, à Anne-Sylvie, dont je vous parlais. On a plusieurs projets de traduction en cours et de textes à paraître de façon imminente, effectivement. Et rien avant, aucune parution avant septembre, il me semble. Non. Plus rien là. Le dernier paru est une traduction aussi d'un roman contemporain américain qui s'appelle Les eaux de la colère, d'une femme dont le nom est Anne Royf, qui est née en 1935, qui a été un personnage absolument incroyable dans la défense des droits des femmes dans les années 60, et qui a écrit Les eaux de la colère. C'est un roman qui se passe en 1883 à Alexandrie. Il y a une épidémie de choléra. Pasteur dépêche sur place ceux qu'on appelait ses lieutenants, c'est-à-dire les jeunes hommes dont il était le plus proche et en lesquels il avait le plus confiance. Et le docteur Robert Koch lui-même se déplace à Alexandrie. Et c'est donc toute la course entre les deux équipes, dans un contexte bien particulier, 1883, donc la guerre franco-prusse n'est pas très loin. C'est l'émulation et la course entre les deux équipes pour trouver le fichu bacille du choléra qui décime complètement Alexandrie. Ça rappelle un petit peu quelques petites choses qui nous arrivent en ce moment. Très formidable roman traduit par Blandine Longre et qui vient de paraître. Donc les prochains paraîtront effectivement en septembre avec un roman de Jim Tully
traduit par Thierry, qui s'appelle Du sang sur la lune, et sur lequel je suis en train donc de travailler, j'ai bientôt fini. Un texte complètement loufoque, traduit de l'italien par Olivier Favier, qui s'appelle La brebis galeuse d'Ascanio Celestini. Ascanio Celestini est un homme qui a beaucoup écrit de théâtre et qui est un peu l'héritier de Dario Fo, donc ce théâtre de narration. Et ce texte qui s'appelle La brebis galeuse, c'était d'abord un spectacle qu'il disait lui-même. Il en a fait ensuite le roman qu'on a publié, et pour terminer, il en a fait un film qu'il a réalisé, dans lequel il a joué, qui a été sélectionné à la Mostra de Venise. Donc c'est vraiment un projet artistique complet, et c'est un texte qui dénonce la société de consommation dans laquelle on est et qui est né dans les années 60. Et c'est absolument... Et là, le travail avec le traducteur était assez fascinant aussi, parce que, en fait, c'est comme je vous le disais, c'est du théâtre parlé à la Dario Fo. Et on a travaillé avec Olivier Favier pendant 2 jours chez moi, où en fait, on se lisait la traduction. Et quand ça coinçait, on s'arrêtait, et Olivier trouvait des solutions, on réfléchissait, et on a passé 2 jours comme ça, c'était absolument formidable. Mais là, c'était absolument nécessaire, parce que c'est un rythme tellement parlé, tellement dit. Voilà, ça, ce seront les deux publications de septembre. Et juste pour une petite anecdote, parce que ça vous donnera, je vous conseille vraiment d'aller voir sur Internet certains des spectacles d'Ascanio Celestini. Et il a eu pendant plusieurs années sur la Rai 3 un peu l'équivalent de la minute de Monsieur Cyclopède de Desproges. Ça durait 2-3 minutes. Il prenait la parole comme ça, face caméra, et alors c'était sur des sujets d'actualité, avec une espèce d'intelligence, de vivacité pour dénoncer, enfin toute une série de choses, évidemment. Tant et si bien qu'à l'époque, c'était Berlusconi qui était au pouvoir. Un jour, Berlusconi, en Conseil des ministres, a pris la parole en disant bon, écoutez, celui-là, vous allez me le faire taire parce que c'est plus possible. Ce n'est vraiment plus possible. Et Ascanio Celestini, c'est un homme très engagé, texte très engagé. J'espère qu'il va revenir jouer en France bientôt, parce que ses spectacles sont incroyables. Mais allez le voir, il faut le voir. Il a une grande barbichette comme ça, un peu pointue, et il dit ses textes en se la tripatouillant comme ça, et alors il a un accent romain. Moi, je ne fais pas la différence, mais c'est incroyable. Et Thierry, quant à vous, donc le te lis, ok, mais est-ce que vous travaillez aussi sur autre chose en ce moment? En fait, on a travaillé sur 2 textes avec Valérie, 2 textes qui sortiront donc après septembre. Hein. Le texte, c'est un Mark Forsyth dont on a déjà fait La brève histoire de l'ivresse, un livre à découvrir pour tous ceux qui n'ont pas. Très extraordinaire. Si vous apprendrez beaucoup de choses sur notre rapport à l'alcool, tout ce que vous avez toujours voulu savoir et que vous ne saviez pas. Donc, il y a les 2 livres pour le sonneur, et je suis aussi en train de travailler sur des textes pour la plupart inédits de Mark Twain, et on verra bien ce que ça donnera. Et c'est une grosse envie, c'est un auteur que j'adore, et c'est une ambition que j'ai, voilà, c'est de faire un beau recueil. Et par ailleurs, j'ai des livres qui viennent de sortir. Alors, j'ai un livre à mon nom. Ce sont des histoires que j'avais écrites pour France Culture qui s'appelle L'étiquette olympique. Et comme le nom l'indique, en fait, je donne des conseils de maintien pour obtenir une médaille aux Jeux olympiques en me basant sur l'histoire réelle des Jeux olympiques, essentiellement des premiers Jeux olympiques de l'ère moderne, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qui était tout de même assez rocambolesque, puisqu'à l'époque, on pouvait avoir une jambe de bois et gagner des concours de saut. On pouvait finir le marathon en voiture. Donc l'histoire est pleine de choses comme ça. Donc je la raconte sous l'angle des leçons de maintien de la baronne de Rothschild, avec des exemples édifiants. Et l'autre bouquin est génial pour ceux qui s'intéressent aux animaux, c'est Le sexe tout bête, paru chez Wombat, de Gideon Defoe. C'est une traduction. C'est un auteur que j'ai essayé de faire découvrir en France. J'ai traduit tout ce qu'on pouvait traduire de lui en France, toute sa série sur les pirates.
Et le sexe tout bête, c'est la sexualité telle que, pareil, vous ne pouvez pas l'imaginer. Il y a des choses extraordinaires. Quand je vois tous ces enfants avec des peluches de dauphins, je crois que je me dis que c'est un bouquin intéressant pour les parents, surtout à ne pas lire au coucher aux enfants. Découvriront que le dauphin peut être un violeur, un sérieux en bande. Il y a des exemples trouvés dans le monde microscopique comme dans le monde majuscule des baleines. C'est extraordinaire. Vraiment, j'ai beaucoup appris et je me suis beaucoup amusé en traduisant celui-là. Eh bien, voilà. Et juste pour terminer, et je reviens à mon obsession ultime, on a quand même le projet, puisque ça y est, les droits sont signés, avec Thierry, l'année prochaine, au printemps prochain, nous publierons, c'est Thierry cette fois-ci qui s'en chargera, un nouveau texte de Charlie Chaplin. Alors là, je pense que Thierry, Valérie, là pour le coup, sera intransigeante avec la traduction. Très bien. Je vais travailler sur ma démarche déjà. Ils m'ont balancé de Cannes. Je vais vous offrir un chapeau, Thierry. Il est temps de vous remercier tous les deux, une fois de plus, mais je le savais déjà à l'avance. C'était une rencontre passionnante. Merci à tous les deux. Valérie, on se retrouve très vite. Et merci Thierry. On a hâte de découvrir la suite Jim Tully et Mark Forsyth, bien sûr. Donc, merci à tous les deux. Merci à tous les deux, merci à tout le monde. Et merci Anthony encore une fois pour tout ça. Bravo. Je t'en prie. Merci. Merci à tous et à bientôt. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne soirée.